Alors bonsoir, merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir de vous retrouver tous, de retrouver l'éminent philosophe avec nous, professeur et ami néanmoins. On peut être philosophe et ami, et littéraire et ami des philosophes. Alors, d'abord, deux anecdotes pour commencer. Celle qui concerne Merleau-Ponty et le roman. En 1982, Claude Simon était devant des étudiants, des écrivains new-yorkais, et il racontait une anecdote. Il disait que quand il avait rencontré un peu plus tôt, en 1962, Merleau-Ponty, et qui lui avait confié ce Claude Simon. Je ne sais pas si je suis philosophe. Merleau-Ponty lui aurait répondu « Comptez-vous chanceux, si vous étiez philosophe, vous n'écririez jamais de roman. » Alors, il faut dire qu'en 1946, alors qu'il avait été invité par la Société française de philosophie à présenter les grandes lignes de son livre capital, qui était évidemment Phénoménologie de la perception, il était resté secoué par une question d'Émile Breillet, qui tenait à cette époque une chaire de philosophie à la Sorbonne et qui voyait d'un mauvais œil l'engouement qu'on avait alors pour cette phénoménologie de la perception. Alors, apparu en 1945. Merleau-Ponty avait placé l'expérience sensible, on le sait, au cœur des débats au détriment des rationalismes classiques, ce qui irritait profondément Émile Breillet, qui alors lui a rétorqué « Votre philosophie mène au roman ». Plus tard, Merleau-Ponty s'était lui-même dit choqué, le mot était de lui, s'était dit choqué de voir chez Simone de Beauvoir, sa condisciple et sa confidente, un véritable amalgame de philosophie et de littérature. Il aurait toujours voulu maintenir un écart entre la littérature et la métaphysique. Et pourtant, on se demande, en lisant un article dans Le Monde dernièrement, si justement le roman n'était pas une part inavouable chez le philosophe, parce qu'on aurait découvert un roman publié sous le nom de Jacques Heller en 1928, qui s'appelait Nord, récit de l'Arctique. Et selon toutes sortes de conjonctures, évidemment, on a fini par penser que ça pouvait être justement Merleau-Ponty qui aurait écrit ce roman-là. Le livre avait été bien accueilli. Il s'appelait Nord, récit de l'Arctique. D'ailleurs, il se passait, entre autres, au Canada. C'est un récit d'aventure. On annonçait dans ce livre-là beaucoup d'autres romans à venir, et on disait même que, parce que on considérait que c'était un bon roman, que l'auteur qui avait écrit ça, ce jeune auteur-là, était une promesse pour la littérature française. Alors, même Simone de Beauvoir, avec tous les recoupements, même Simone de Beauvoir, dans ses confidences, à un moment donné, aurait parlé de ce livre-là, aurait parlé de... Et ça reste donc, mais chez Grasset, où le livre avait été publié, on n'a pas retrouvé de manuscrit, et Marianne, la fille de Maurice Merleau-Ponty, a dit qu'elle n'avait jamais entendu parler de ce livre-là. Mais le doute reste. Est-ce que, justement, pour Merleau-Ponty, le roman n'était pas une partie inavouable, une part inavouable de son être? Est-ce que, compte tenu de la considération qu'on avait pour... la philosophie, la littérature, le divorce qu'on avait voulu, est-ce que justement il n'y avait pas justement quelque chose qui était trouble chez lui? Autre anecdote. Concernant cette fois l'écrivain américain Philip Roth. Philip Roth, qui est un romancier immense, qui est le romancier immense qu'on connaît, qui a écrit Professeur de désir entre autres, qui a beaucoup écrit sur le désir, sur les relations humaines. Il accordait au magazine Lire, dans l'édition de mai 1999, une entrevue, alors qu'il disait qu'il était surpris que dans l'affaire Lewinsky, Monica Lewinsky, avec le président évidemment Bill Clinton,
qu'on avait interrogé les politologues, les sociologues, les psychologues, les politiciens, toutes sortes de monde, mais qu'on n'avait pas invité des romanciers. Il disait qu'il trouvait ça un peu anormal parce qu'il supposait, il avouait, que les romanciers, eux, étaient des grands connaisseurs de l'âme humaine, si on veut, des passions humaines, et que, justement, il disait que le romancier, dans le fond, c'est un spécialiste des relations humaines avec ce qui les sous-tend, c'est-à-dire le sexe, le pouvoir, les sentiments, l'ambition, le travail. Et cette matière première, c'est celle-là même que le romancier pense, façonne, écrit. C'est avec celle-là qu'il peut justement penser du dedans les relations humaines en se plaçant à l'intérieur de chacun des protagonistes dans leur dynamique propre, celle générée par une situation donnée dans un contexte social, politique, familial, personnel particulier. Les romanciers peuvent, selon lui, parler aux jeunes, donner à lire ce que vit chacun, présenter le point de vue de chacun dans sa relation à l'autre. Parce que s'il n'y a pas justement cette description, cette dynamique décrite de l'intérieur au jeu avec la dynamique et les intentions de chacun des protagonistes, et surtout dans un cas comme celle-là, il ne reste que le fait, il ne reste que l'événement qui fait scandale, qui est irréductible, scandaleux, ratatinant, et qui réduit et Bill Clinton et Monica Lewinsky à cet événement-là, alors qu'évidemment, la matière du romancier, dans un cas semblable, c'est de se situer à l'intérieur de la dynamique affective, du pouvoir, du sexe, des ambitions, et tout ça. Et c'est de ne pas réduire justement l'événement à ce seul fait-là, c'est d'entrer à l'intérieur dans la dynamique propre qu'il présente. Alors pourquoi, avec ces deux exemples-là, avec celui concernant Merleau-Ponty, aussi avec celui concernant Philip Roth et justement l'affaire Lewinsky. Alors pourquoi avoir peur de la fiction, du roman? Qu'est-ce qui, dans le geste de raconter, suscite autant de méfiance ou peur ou même de répulsion? Avec les micros, avec la mécanique. Avec mes yeux, il y a une mécanique là, qui fait problème aussi. Alors, on se rappellera, par exemple, on va faire un petit détour historique. On se rappellera, par exemple, qu'au Québec, le roman, au point de départ, était considéré comme quelque chose d'anormal, qu'il fallait éviter. On se rappellera peut-être qu'en 1837, quand le premier roman a paru, qui s'appelait Le chercheur de trésors et l'influence d'un livre, Philippe Aubert de Gaspé, un peu comme tous les romanciers qui allaient suivre, s'était défendu d'avoir voulu écrire un roman. Il avait dit « Je n'ai voulu dire que la vérité, je n'ai rapporté que des faits, seuls forment des exceptions. Mon personnage central qui s'appelait Charles Amand et le tueur, là, justement, dont il est question là-dedans. Donc, il n'y a pas de passion là-dedans, ce n'est que la vérité, ce n'est que la vie des gens communs, etc. Donc, on se défendait de vouloir écrire un roman. Et lui-même le disait, il disait que dans le fond, il laissait ça aux ceux qui étaient fascinés par la vieille France, à ceux qui voulaient, dans un style fleuri, faire comme dans les bals qu'on avait dans les cours européennes. Alors lui, il disait non, ce ne sont que des faits, ce n'est que la vérité, ce n'est que... Alors, dans le fond, ce n'est pas un roman que j'écris, comme disait Antoine Jarret-Lajoie, comme il l'a dit plus tard. On considérait que le roman était dans le fond quelque chose de dangereux à cause de la fiction, parce qu'il y avait cette obsession de la vérité, bien entendu. Je pourrais y revenir tantôt. On se rappellera aussi, ben là je tiens cette information-là d'un écrivain espagnol que vous connaissez sans doute, Mario Vargas Llosa, qui parlait justement d'un interdit qui avait été... qui pesait sur les romanciers, sur le roman en particulier, au temps de l'Inquisition, où dans le fond, le monde
hispano-américains étaient des colonies et étaient sous le joug, effectivement, des inquisiteurs espagnols. Alors, on avait interdit l'importation et la publication des romans. Et dans le fond, ce que trouve scandaleux et surprenant Mario Vargas Llosa, c'est que, justement, ce soit un genre. Ça peut empêcher, évidemment, qu'il y ait eu des romans de contrebande, qu'il y a eu qu'on a passé, justement, par en dessous les livres, mais d'un autre côté, il y avait cet interdit-là qui pesait sur le genre, qui était comme un interdit, encore une fois, d'une certaine fiction. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette fiction que pensaient les inquisiteurs qui pouvait être dangereux? Alors, Mario Vargas Llosa, dans son livre qui s'appelle « La vérité par le mensonge », écrit cette phrase-ci, étonnante, avec tout ce que je viens de vous dire. Il dit « Les inquisiteurs espagnols furent peut-être les premiers à comprendre, avant les critiques et les romanciers eux-mêmes, la nature de la fiction et ses tendances séditieuses. Les hommes ne sont pas, je l'avais cité dans ma présentation, il dit « Les hommes ne sont pas contents de leur sort et presque tous veulent avoir une vie différente de celle qu'ils mènent. C'est pour satisfaire frauduleusement cet appétit que sont nées les fictions. Elles s'écrivent et se lisent pour que les êtres humains aient les existences qu'ils ne se résignent pas à ne pas avoir. Dans l'embryon de tout roman frémit un désaccord, palpite un désir. » C'est magnifique, j'aime beaucoup ces dernières phrases-là. Alors, Mario Vargas Llosa ajoute, il dit, on n'écrit pas des romans pour raconter la vie, mais pour la transformer et en lui ajoutant quelque chose. La fiction nous complète, nous, êtres mutilés, affligés de l'atroce dichotomie d'avoir une seule vie et d'en désirer, d'en imaginer mille autres. Au cœur de toutes les fictions flamboie une protestation. C'est que celui qui les a imaginés l'a fait parce qu'il n'a pu les vivre, et celui qui les lit ou les croit en les lisant trouve en ses fantasmes les visages et les aventures dont il avait besoin pour accroître sa vie. C'est la vérité qu'expriment les mensonges des fictions. Les mensonges que nous sommes ceux qui nous consolent et nous dédommagent de nos frustrations et nostalgie. Alors, c'est assez intéressant de commencer à s'apercevoir que, dans le fond, ce qui pourrait déranger, c'est que, dans le fond, en s'éloignant un peu de la vérité, ou de la réalité plutôt, on augmente la vie, on examine ses possibles, on se dédommage évidemment d'une condition qui ferait qu'on pourrait être emprisonné dans un réel plus réel et trop réel. Alors, on s'éloigne, on se donne dans le fond des existences possibles et à ce moment-là, on peut imaginer une autre vie et on pourrait justement vouloir agir. Et quand j'ai parlé de ma conférence, quand j'ai donné un titre, j'ai bien parlé du geste de raconter. Le geste, vous savez, d'abord c'est une action, bien entendu. Je n'ai pas dit l'art de raconter, j'aurais pu dire ça, ça aurait été aussi un faire, mais j'ai dit le geste de raconter dans la mesure où, quand on parle d'un geste, on parle d'un faire et on parle de faire un geste. On parle d'agir, justement, d'agir sur le réel, d'agir sur les événements du monde, d'agir sur la vie qui nous entoure, d'agir sur la société, évidemment, à l'intérieur de laquelle on peut être impliqué et qui nous dépasse et qu'on ne peut pas contrôler, bien entendu. Alors, agir, faire un geste, agir sur le monde, évidemment, c'est ce que fait celui qui raconte des histoires, c'est celui que fait celui qui entre dans la fiction et qui sort de drôles de mensonges, de drôles de vérités, justement, en détournant, en transformant, en transposant et en débloquant des possibles. Le premier roman québécois, je vous l'avais dit, s'appelait « Le chercheur de trésors ou l'influence d'un livre ». C'est l'abbé Casgrain qui avait donné un deuxième titre, « Le chercheur de trésors », mais c'est quand même beau que ce soit appelé « Le chercheur de trésors », parce que le chercheur de trésors, c'est quoi, c'est un chercheur de trésors aussi? C'est celui qui a foi dans l'impossible. C'est celui qui croit dans l'imaginaire. C'est celui qui
et ne se déclare pas vaincu et qui ne se contente pas de la réalité immédiate, qui est au contraire prêt à parier. Et d'avoir comme projet littéraire, projet même d'une littérature et projet d'un genre et d'un geste qui est de débloquer justement l'imaginaire pour essayer de rejoindre les impossibles, c'est un sacré beau projet et c'est très fascinant. Et c'est dans le fond peut-être ce qui est séditieux, ce qui est dangereux, ce qui est inquiétant pour les inquisiteurs, pour les moralistes de l'institution qui voulaient que les écrivains canadiens-français se moulent justement à un devoir patriotique et qu'ils se plient au petit cercle d'horizon qu'un coin de ciel natal azur en se faisant une belle raison, comme le disait notre ami Néry Beauchemin. Alors, on se rappellera dans cet esprit-là que les fondateurs, ceux que Milan Kundera appelle les fondateurs du roman moderne, on se rappellera que ces fondateurs-là ont été aussi assez déterminants sur l'art de raconter, sur le geste du roman. D'abord, c'est situé à la Renaissance, et on sait qu'à la Renaissance, cette période humaniste, c'est un mouvement de grandes avancées, de grands espoirs. On se disait que justement, si l'être humain avait en sa possession toutes les chances possibles, si tous les éléments étaient à sa disposition, il pouvait réaliser de grandes choses. Ça défaisait effectivement une mentalité où on se disait, bien évidemment, si on est né comme ça, fatalement, on est pris avec cette condition-là, on ne peut pas la changer. Là, on était dans une époque où le faire est important, le faire F-A-I-R-E. On était à l'époque des ingénieurs, on était à l'époque des inventeurs, on était à l'époque des artisans, où l'on se disait qu'on pouvait faire et qu'on pouvait justement agir sur les choses. Alors on avait cette ambition-là, on avait cette possibilité-là, on se disait qu'on pouvait changer. Il y avait un autre mot ici aussi qui était important. On sait qu'avec les découvertes, avec les explorations, à un moment donné, on s'est aussi rendu compte à cette époque-là que le monde qu'il y avait des mondes inconnus, que le monde n'était pas fini, que le monde pouvait être infini et vaste. Et à ce moment-là, c'est aussi une autre idée. On peut faire, on peut agir, on n'est pas condamné ad vitam aeternam dans la même condition, à subir les mêmes conditions. En tout cas, c'est l'utopie. Et d'un autre côté, le monde qui nous est offert est infini. Évidemment, les romans que Cervantes et Rabelais ont donnés ont été extrêmement importants dans ce sens-là. Rabelais, d'abord, ce qu'il a fait, il s'est servi, si vous l'avez lu, vous vous rendez bien, vous savez qu'il a écrit des histoires de géants, à l'intérieur desquelles il reprenait la culture populaire. Et à l'intérieur, il reprenait aussi la langue populaire et où il inventait des histoires, évidemment, où il se moquait de tout, où il défonçait finalement tous les lieux sacrés, tous les lieux figés, et particulièrement les lieux de la pensée. Vous savez, nous sommes tous Charlie, on aurait pu dire nous sommes tous Rabelais, parce que Rabelais, c'est celui qui est inconvenant radical. Il pouvait prendre, ça concernait les textes, ça concernait les autorités, ça concernait effectivement toute la pensée scolastique, toute la pensée universitaire de l'époque. Il y en avait contre les Sorbonnards. Et ce qui était curieux, c'est que en faisant de la parodie, eh bien, tous ces textes sacrés, toutes ces manières sacrées qui venaient du mythe, par exemple, eh bien, ces manières sacrées-là, qu'est-ce que c'est qu'il faisait? Eh bien, il les reprenait, il les imitait, mais il les transformait, il s'en moquait finalement. Alors, c'est dans ce sens-là que, à un moment donné, on dit, oui, il fait exactement la même chose que faisaient, par exemple, les auteurs des épopées, il fait exactement la même chose. Il fait la même chose que ceux qui honoraient, dans le fond, des textes sacrés. Il a la même attitude, il est près du texte, il est près des enseignements. Mais là, de ces textes-là, il reçoit de curieux enseignements et il transforme. De sorte que, ce qu'on dit, c'est une parodie. Et la parodie, c'est quoi?
La parodie, dans son étymologie, ça veut dire para-odé, ça veut dire à côté du chant. Alors évidemment, on peut chanter comme le faisait Virgile, comme le faisait Homère, comme le faisait, bon, tous ceux qui ont écrit des épopées, on peut faire une louange aux dieux, on peut célébrer, on peut faire un chant qui justement rend hommage aux muses, aux dieux, à ceux qui nous ont inspirés. On peut faire ça, mais lui, justement, fait dans sa parodie, justement en étant à côté du chant, à côté de cette louange-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a débloqué justement tout un imaginaire qui était pas l'imaginaire qui supposait le respect aux choses établies, mais qui supposait au contraire qu'on touchait à ces choses établies, qu'on jouait dedans, qu'on les trafiquait et qu'on les parodiait et dans le fond qu'on s'en libérait. Alors, le grand rire de Rabelais, c'est un peu ça, c'est-à-dire, c'est cette idée-là que, dans le fond, ce n'est pas le monde d'en haut qui est valorisé, mais c'est le monde d'en bas. Et le monde d'en bas, c'est le monde non pas de ceux qui ont la parole officiellement, c'est le monde d'en bas, c'est ceux d'en bas, c'est-à-dire le peuple, la parole populaire, c'est l'être humain finalement. Alors, Rabelais finalement, avec son rire très irrévérencieux, avec son inconvenance radicale, en se moquant de tout, des textes qu'on jugeait sacrés, des êtres qu'on jugeait sacrés, des enseignements qu'on jugeait sacrés. Évidemment, il y a eu des problèmes avec les autorités de son époque. Bon, s'il n'avait pas été protégé par le cardinal du Bellay ou par François Ier, bien évidemment, il y aurait peut-être eu quelques problèmes, mais il a toujours réussi à s'en sortir finalement. Mais quand même, il faisait ça. Alors, dans le fond, ce qu'il faisait, c'est que, et ça pour moi c'est important, et je vais y revenir, ça va être dans l'essence de ma réflexion, c'est que dans le fond, il rendait à l'humain son humanité, en lui permettant, dans le fond, de dire son désir, en lui permettant de dire ses volontés. Parce que, bon, je vous raconte ceci, encore une autre histoire, c'est qu'il se disait, les grands, eux autres, ils ont des histoires, ils ont des légendes dans lesquelles ils sont présentés comme les descendants des dieux, ils sont présentés comme les descendants de tel héros. Mais moi aussi, je voudrais bien être descendant d'un héros. Moi aussi, je voudrais bien, j'en ai ce désir-là. Alors pourquoi je ne le ferais pas? Alors il arrive et dit, je déclare tout de suite que moi aussi, je suis descendant d'un dieu du seul fait que j'ai le désir d'avoir ça. Du seul fait que c'est mon rêve à moi aussi. Alors, c'est pas rien que pas réservé aux grands, c'est aussi moi. Alors, ce que fait Rabelais, c'est qu'il amène le désir, finalement, dans le désir, le rêve, l'inconvenance, la remise en question, évidemment, des convenances. Et à ce moment-là, évidemment, il libère la parole. C'est un grand libérateur. Alors, Rabelais, donc, c'est un ouvreur de possibles, c'est quelqu'un qui lutte contre, justement, les faits établis, et dans ce sens-là, il est très précieux. Quant à Cervantes, il est aussi très précieux, dans la mesure où, évidemment, avec son livre Don Quichotte, il a aussi fait quelque chose d'important. Parce que vous savez que c'est l'histoire d'un homme, et aussi il est très inscrit à l'origine du roman, et à l'origine de cet esprit déposé par les romanciers, un esprit qui vient jusqu'à nous. C'est qu'on se rappelle peut-être que, bon, évidemment, Don Quichotte, c'est celui qui rêve de château et de chevalerie au moment où la chevalerie, évidemment, est finie. Il n'est pas de son temps, en d'autres mots, il est comme nostalgique d'un temps passé, mais d'un autre côté, il rêve. Et qu'est-ce que c'est qu'il est précieux parce que, qu'est-ce que c'est qu'il fait? Il est à un moment donné dans sa chambre, il lit tous les romans de chevalerie, et à un moment donné, après les avoir tous lus, après, comme dit l'auteur, après s'être desséché le cerveau à force d'avoir trop lu, à force de ne pas avoir mangé, de ne pas être allé dehors, eh bien, qu'est-ce qu'il fait après ça? Il s'en va dans le monde, il part à l'aventure, et là, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que le monde est infini, et que le monde est
que le monde est vaste finalement et que le monde est ouvert. On est tout à fait dans l'esprit de la Renaissance, on est tout à fait dans l'esprit de cette époque-là, c'est-à-dire qu'on est devant un monde qui est infini et on est devant un esprit qui est rendu à l'humain et qui peut lire par lui-même et qui peut justement fonctionner à partir de ses propres désirs. C'est une belle utopie, c'est un beau rêve, mais c'est un rêve qui était là. Et c'est dans l'essence même du roman, cette chose-là. De sorte que, on pourrait dire avec, je vais citer cette fois-ci François Ricard, qui dit que le roman, correspond à l'esprit même de la modernité. Il va dire, c'est parce que sa langue et excusez-moi, je vais sortir. C'est parce que sa logique et son organisation sont celles de la quête ou conquête ou enquête, c'est-à-dire de la mise en acte d'un désir de gloire, d'amour, de fortune, de bonheur, de vérité, que le roman s'accorde si profondément à la sensibilité moderne pour laquelle l'histoire et l'existence ne sont pas convenables, en dehors du mouvement, de la marche en avant et de la lutte. Alors, ce qu'on a retenu ici, c'est que intrinsèquement, ce qui est relié à l'art de raconter, ce qui est relié au roman, c'est l'idée du mouvement, c'est l'idée de la marche, c'est l'idée qu'on avance. Dans un roman, vous le savez déjà, quand on lit un roman, quand on raconte une histoire, on ne reste pas sur place, au contraire, ça avance, ça se déroule, ça se dévoile, il y a quelque chose qui petit à petit avance. Mais de l'autre côté, si on prend une jeune auteure, une jeune théoricienne universitaire de l'Université McGill, Isabelle Daunet, qui a écrit un livre sur la disparition et qui a remis un peu en question ce seul postulat-là qui lui semblait pourtant évident, elle a montré que, dans le fond, à l'aube des temps modernes, il y a aussi la logique de la disparition qui est déjà à l'œuvre. Parce qu'évidemment, si on veut rompre avec un certain passé, si on veut qu'il y ait des changements radicaux, évidemment en espérant vers un avenir différent, eh bien, il faut se défaire d'un certain passé et évidemment, on peut peut-être mesurer ce vers quoi on va, mais d'un autre côté, on peut aussi éprouver plus ou moins joyeusement, plus ou moins douloureusement, évidemment, ce que l'on quitte. Alors, elle écrit dans un essai qui s'appelle justement Disparition. Le roman serait la forme inventée et constamment retravaillée, renouvelée, pour comprendre non d'abord la nouveauté de ce qui survient ou de ce qui s'annonce, mais la disparition non moins nouvelle, non moins en elle-même une intrigue ou une énigme de ce qui nous quitte et ne reviendra plus. Alors il y a cette idée-là qui fait que c'est un moment charnière justement, et que on a, vous savez, être devant un roman, lire le roman, faire partie d'un geste de raconter, entendre quelqu'un qui est animé par ce mouvement-là, eh bien, c'est éprouver à la fois quelque chose qui s'en va en avant, mais en même temps, quelque chose qui, justement, est en train de se perdre. Donc, à la fois la perte et la découverte, évidemment, l'avancée. Alors, il y a des questions fondamentales qui nous viennent avec ces fondateurs-là. On est toujours en train de se poser la question, qu'est-ce qu'il y aurait dans le geste de raconter de si séditieux, de si troublant, de si scandaleux, pour que, à différents moments, justement, on ait demandé au romancier de dire la vérité, de se contenter de rapporter des faits, qu'on a demandé, que les historiens, justement, ont dit, vous n'avez pas le droit d'embarquer sur ce terrain-là, sur le terrain de l'histoire, restez dans votre domaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le roman, qu'est-ce qu'il y a dans le geste de raconter, effectivement, de si dangereux, si inquiétant pour ces gens-là qui sont pour la vérité,
la bonne pensée, qui sont du côté d'un réel supposément objectif. Alors, ce qui est certain, c'est que avec les fondateurs dont je parlais tantôt, eh bien, il nous reste des questions que ne cessent de reposer justement les romanciers ou ceux qui racontent des histoires. Alors, à partir de Rabelais et de Cervantes, on dit, dans le fond, on est toujours en train de se poser la question, où en est l'esprit de liberté, où en est l'esprit d'insoumission. Alors, où en est cet esprit-là? Qu'en reste-t-il? Alors, l'insoumission radicale, est-ce qu'elle est encore possible? Est-ce qu'on peut se moquer de tout? Alors, où est-ce qu'on en est? Puis autre chose, qui est devenue l'aventure? Si on pense plutôt à l'autre, à Cervantes, qu'est-ce que est devenu l'aventure? Pour lui, le monde est infini. Il était rempli de surprises qui se renouvelaient continuellement. Il heurtait continuellement son désir à la dure réalité, mais d'un autre côté, il continuait de rêver, il continuait d'être accroché à son rêve. Alors devant le monde, si le monde était infini, si l'aventure était sans fin, quelle est devenue maintenant, qu'est-ce qu'elle est devenue l'aventure? Qu'est devenu le monde, vu comme un univers vaste, infini, qui résiste à toute vérité absolue, à toute concertitude. En d'autres mots, qu'est devenu le monde? Quelles sont les possibilités de l'humain qui l'habite? Alors c'est pour ça que l'idée de l'expérience, faire l'expérience du monde, c'est quelque chose d'important. Et le mot est riche et le mot va très bien à l'idée du roman parce que le geste de raconter, c'est raconter évidemment ce qui se passe dans l'existence pour un sujet, pour un individu qui est jeté justement dans cette existence-là et qui fait l'expérience du monde. Il n'est pas en dehors du monde, il n'est pas en dehors de la réalité, il n'est pas en dehors du temps, il est pris un peu comme nous tous avec un temps et un monde qui est vaste, un temps qui s'en va sans qu'on puisse l'arrêter, un temps qui va dans toutes sortes de directions, un temps qui est difficilement démaîtrisable. Alors, ni plus ni moins, raconter, le geste de raconter, c'est une tentative de dire on arrache des moments à ce long écoulement-là, on arrache pour justement en trouver une logique, en trouver un sens, parier sur le sens possible. Alors l'expérience, justement, c'est quoi? L'expérience, c'est faire l'épreuve. Le mot expérience, c'est à ça qu'il renvoie. Vous savez, si on est jeté dans le monde, c'est que dans le fond, la vie n'est pas une donnée, la vie est quelque chose qu'on éprouve, la vie est quelque chose que l'on expérimente, la vie est quelque chose dont on fait l'épreuve, et à ce moment-là, évidemment, de ça, on peut en recevoir différentes informations, d'où les informations, évidemment, quand on raconte, d'où les informations qu'on peut avoir sur où en est rendu le monde, qu'est devenu l'aventure, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est là. Alors, il y a toujours cette idée-là que... Et je donne un autre exemple de romancier. On sait que un bonhomme comme Kafka, en son temps, a donné à cette question-là une réponse assez troublante qui nous concerne un peu tous et à laquelle on réagit ni plus ni moins. Parce que vous vous rappelez peut-être Kafka et son univers romanesque, encore une fois, c'est sur le plan du roman que je me situe. Vous vous rappellerez que Kafka nous présentait, par exemple, dans le procès, l'histoire d'un bonhomme qui est arrivé chez lui, à un moment donné, qui était dans sa chambre. Les choses devaient se passer comme d'habitude et, contrairement à ce qui se passait d'habitude, justement, sa logeuse ne lui a pas apporté son petit déjeuner et il y avait des policiers, des gens de l'ordre qui sont venus l'arrêter. Alors il dit, qu'est-ce qu'il y a? Où est la faute? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors il y avait une espèce de dérèglement justement dans l'ordre habituel des choses et il y avait une surprise et ce qui était surtout
important, c'est que, à reconnaître, c'est que finalement, il n'aura jamais la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Où je m'en vais? Qu'est-ce qui m'attend? Normalement, dans un monde où il y a des réponses, dans un monde où on sait où on s'en va, dans un monde où on sait ce que sont les données, ben lui arrivait tout à coup devant quelque chose qui était absolument absurde, étranger, inatteignable, et pour lequel il n'y avait pas de réponse. Évidemment, on peut très bien dire que c'est, contrairement à Rabelais par exemple, plutôt Rabelais. Rabelais, il y avait une matière à partir de laquelle il pouvait justement se situer. Mais je pense plutôt à Cervantes. Cervantes, pour interroger le monde, pour le questionner, pour justement savoir comment il allait, comment tout ça. Il y avait les livres. Il y avait ces références qui étaient les romans de chevalerie. Ni plus ni moins, c'était sa Bible mentale, son cadre de référence mentale. Mais là, on arrivait devant quelqu'un qui, tout à coup, n'avait pas de référence, n'avait pas d'explication, le sens était vide. En d'autres mots, un peu comme on le dit chez les philosophes, un peu, c'est une expression que vous connaissez, c'est un peu comme si on disait « Dieu est mort ». Dieu, si Dieu est la cause et l'explication de tout, est à l'origine et la cause de tout, eh bien, évidemment, là, il n'y a plus de cause et d'origine, on ne sait pas où la situer, on ne peut pas expliquer quoi que ce soit par rapport à ça. De sorte que là, c'est un désarroi radical. On sait que les existentialistes plutôt, comme Camus particulièrement, mais aussi Sartre, mais surtout Camus, ont été très marqués par Kafka. Ils disent même que Kafka les a influencés, ont influencé leur philosophie. Alors, évidemment, on est devant l'absurde ici, on est devant un monde sans Dieu, on est devant un monde sans explication, on est dans un monde sans logique, et on est cerné de toutes parts par... Il me reste 10 minutes? Ah oui. Ah bon? OK. Alors, évidemment, aujourd'hui, évidemment, on n'en est pas resté là parce que ce qu'on remarque aussi sur le plan du style, c'est un cas limite, parce que ce qu'on remarque avec Kafka, c'est que il a rapporté cette expérience-là dans un monde, on pourrait dire, où il n'y a pas de métaphore, dans un langage où il n'y a pas de métaphore. Parce que raconter, c'est aussi raconter d'une certaine manière. Dans des termes savants, on va parler de modalisation, c'est-à-dire, ben oui, il y a des faits, mais les faits, dans la façon dont on rapporte ces faits-là, la façon dont on les arrange, l'attitude qu'on peut avoir à l'égard de ce qui est arrivé, parce qu'il y a ce qui est arrivé, mais, puis ça c'est une donnée évidemment qu'on ne peut pas changer, c'est arrivé, mais de l'autre côté, la modalisation, c'est l'attitude de celui qui raconte et par rapport à ces faits-là. Et c'est là qu'il y a de la place pour la subjectivité, c'est là qu'il y a de la place pour une certaine liberté, c'est là qu'il y a de la place pour les sentiments, c'est là qu'il y a de la place pour la rêverie, c'est là qu'il y a de la place pour la colère, c'est là qu'il y a de la place pour tout ça. Alors, c'est un moment radical, justement, c'est que Kafka nous a donné des romans sans poésie, des romans où on appelle, avec une écriture qu'on dit blanche, vous savez, c'est-à-dire qu'il y a, vous savez, il dit, je me suis levé à 7 heures, vous savez, je me suis levé au petit matin. Dans une expérience poétique, le petit matin, ça voudrait dire, c'est le commencement du monde, c'est l'origine de la vie, c'est une vraie naissance. Là, il s'est levé à 7 heures le matin, mais il s'est levé à 7 heures le matin, ça ne veut rien dire de plus. Ça veut dire ça et rien que ça, et littéralement, en d'autres mots. Donc, un monde sans poésie. Or, évidemment, comme je l'ai dit, c'est radical comme expérience, et on en est revenu, et c'est dans ce sens-là que si, avec Kafka, dans le fond, on a l'expression d'un monde désenchanté, d'un monde sans Dieu, d'un monde sans poésie, évidemment, on a toute une série d'autres écrivains qui, après, prenant acte de ça, ont
ont voulu réenchanter le monde, mais en n'oubliant pas que le monde avait été désenchanté, d'autant plus qu'il y avait eu la Deuxième Guerre mondiale, d'autant plus qu'il y avait eu Auschwitz, d'autant plus qu'il y a actuellement, évidemment, tout ce qu'on connaît, bien entendu. Alors, j'ai parlé de la crise de l'Occident, mais là, c'est comme, j'ai pas beaucoup de temps pour en parler, mais ça renvoyait un peu à ça. Nancy Houston nous a rappelé, dans le fond. Alors, pourquoi nous refuser, dans le fond, le droit au roman? Pourquoi nous refuser le droit à une façon de jouer avec le réel? Et, pourquoi nous refuser cette conscience-là qu'on a de le fond de la disparition, mais en même temps, pourquoi nous enlever la possibilité de réenchanter? Alors, nous refuser ça, je dirais, en m'inspirant de Nancy Houston, c'est comme nous refuser notre humanité. Parce que, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu ce livre-là, mais Nancy Houston a écrit un livre, un très bel essai sur l'art de la fable, finalement. Et elle dit à l'intérieur de ce livre-là que l'espèce humaine est une espèce fabulatrice. Dans le fond, c'est dans notre essence même, c'est ce qui nous distingue des animaux, parce qu'en étant une espèce fabulatrice, on est capable de voir notre vie en total. On est capable de voir la vie dans un ensemble. On est capable de voir un début, un milieu, une fin. On est capable de voir d'où on part. Bon, c'est sûr que c'est toujours à refaire. Le tableau est toujours à refaire. Mais on est capable de saisir et on est capable, à ce moment-là, et dans le fond, ce qu'elle dit aussi, on est tellement une espèce fabulatrice que ça nous définit comme individu, mais ça nous définit aussi comme peuple, dans la mesure où, parce qu'on est né au Québec, avec cette histoire-là, avec cette mentalité-là, avec cet imaginaire-là, avec ces mythes-là, comme dirait Gérard Bouchard, avec ces mythes-là, eh bien, évidemment, on est en relation avec les autres, d'une certaine façon, mais avec notre imaginaire, avec notre... Alors... nous sommes traversés d'histoire, nous sommes traversés de mythes, nous sommes traversés... Alors, je vais terminer en disant ceci. Le geste... Oui, 5 minutes, OK. Prends le temps de finir. Prends le temps de finir. Prends 5 minutes ou 10 si tu veux. Bon. On va juste changer de micro parce que ça griche. C'est pas encore bon? Il griche un peu là. Bon. Alors, le geste de raconter, bon, après avoir fait quelques sauts, je voulais quand même vous dire que, en pensant encore une fois à Philip Roth du début, en pensant à Kafka dont je vous ai parlé, en pensant à Rabelais, et en pensant à Cervantes, en pensant évidemment à Nancy Houston, qui nous rappelle que dans le fond, et à Mario Vargas Llosa, que dans le fond, la fiction qui nous inspire, qui nous façonne, mais dans le fond, c'est ce qui fait aussi notre humanité. Alors, le geste de raconter, dans le fond, nous rappelle aussi que nous sommes des êtres liés. Des êtres liés. Pas liés au sens d'enlacer, enchaîner, mais au sens qu'on est en relation. Qu'on est en relation les uns avec les autres. Parce que le geste de raconter, ça suppose un raconteur et ça suppose quelqu'un qui entend ce qui est raconté. Et dans cette relation qu'il y a entre les deux, Freud, j'aurais pu vous en dire beaucoup là-dessus, mais il se passe aussi quelque chose, et c'est ça qui est particulier. Nous partageons tous, comme êtres humains, par la parole, les mots en mouvement, ce qui nous relie aux autres. Il nous met en contact avec nos représentations, nos imaginaires, et avec les imaginaires, les représentations des autres. Ainsi, puisque le roman s'offre à la lecture, que dans son mouvement, il y a le déroulement et le dévoilement d'un sens et des sens possibles, et qu'il permet ainsi, par identification au lecteur, de vivre de l'intérieur les enjeux de nos relations à l'autre, en s'associant à tout ce qui la constitue, sa part charnelle, sensible
mémoriel. Sinon, il n'y aurait que ce que reprochait dans le fond Philip Pratt aux journalistes politologues quand il évoquait l'affaire Lewinsky. Lewinsky, oui. Sinon, il n'y aurait que le fait accompli et rien d'autre. Opaque, scandaleux, réductible, énorme. Il n'y aurait rien en dessous, à côté, dedans, avant. Il n'y aurait que ce qui est advenu, que le fait définitif, achevé, accompli, qui peut défaire évidemment un président. Mais voilà. Dans le fait, c'est pas que je ne sais pas lire, mais j'ai débranché mes yeux, j'espère que vous me comprenez. Mais voilà que dans le fait accompli, il n'y a qu'un rôle qui enferme le sujet dans une cohérence et une définition pour les autres qui l'assoit et le réduit à ce moment-là, sur cette chaise-là, arraché à l'ensemble des moments. Dans le roman, il y a une voix qui se fait entendre dans ce qui se raconte et qui dit, comme le poète, « Je ne suis pas bien du tout assis sur cette chaise, et mon pire malaise est un fauteuil où l'on reste, immanquablement, je m'endors et j'y meurs. » Alors, être assis sur une chaise, c'est être défini dans un rôle, être défini avec une étiquette. Ça peut venir du psychologue, ça peut venir du politologue, ça peut venir du philosophe, ça peut venir de n'importe, ça peut venir de nous, mais une étiquette, qu'est-ce que c'est que ça fait? Ça nous assoit sur une chaise, ça assoit l'autre sur une chaise, et à ce moment-là, ça le réduit, ça le ratatine, et à la rigueur, ça le tue. Et moi-même, si je suis réduit à être sur cette chaise-là, dans cette pensée-là, avec cette étiquette-là, et réduit, je suis, comme le dit le poète, je suis dans une pensée morte, je suis dans une pensée qui assassine, et je suis dans une pensée, et alors que dans le fond, je veux vivre, alors ce que nous donne le roman. Alors le roman nous permet justement de nous échapper de cette chaise-là, alors parce qu'il dit, je ne suis pas bien du tout assis sur cette chaise, et mon pire malaise est un fauteuil où l'on reste, immanquablement, je m'endors et j'y meurs. Alors, je m'endors, ça veut dire que la conscience n'est plus aux aguets. J'y meurs, ça veut dire que la pensée, il n'y a plus rien qui se passe, on est réduit. Et alors, le roman, lui, est mouvement, dynamisme. Il suit l'individu de l'intérieur et traverse dans la durée ces morceaux disparates, dispersés, contradictoires, discontinus, sans cohésion, ce qui compose en fait sa subjectivité, sa conscience, son désir, sa vie avec lui-même, les autres, la mémoire. Le roman, en fait, en inscrivant sa matière dans une durée, en lui donnant le sens d'un dévoilement, en se collant à l'expérience sensible et à l'expérience de l'imagination d'une subjectivité singulière, puisqu'il est expérience justement, et expérience de langage, rend à l'humain la part très humaine, trop humaine, dirait le philosophe, qu'une certaine rationalité juridique, sociale, politique, scientifique semble lui refuser. Le roman ne parle pas à partir d'un concept, d'une loi ou d'un universel abstrait, mais à partir d'une voix singulière inscrite dans le langage. Le temps du roman, quand il devient temps de lecture, ouvre alors à du possible et de l'impossible. Tout ce qu'il reste à inventer, imprévisible et charnel, à incarner dans son mouvement et sa fiction. Il pourra dire à tous ceux qui veulent l'enfermer dans un rôle, un concept, comme le poète, « Mais laissez-moi traverser le torrent sur les roches, par bon quitter cette chose pour celle-là. Je trouve l'équilibre impondérable entre les deux. C'est là, sans appui, que je me repose. » C'est Denis Garneau, et c'est le poème au complet. Je ne suis pas plus fin que les autres, c'est le seul poème que je connais par cœur, mais celui-là, je le connais parce qu'il est très puissant, il dit beaucoup. Il dit, dans le fond, avec « Mais laissez-moi traverser le torrent ». Ça veut dire « Donnez-moi la permission ». On est dans une société fermée, qui vit avec des concepts, qui vit avec des jugements, qui vit avec des prescriptions. Mais laissez-moi, donnez-moi la permission, vous allez voir ce qui va arriver. Parce que là, ce qui va arriver, c'est que je vais pouvoir me risquer et risquer ma pensée avec le désir, avec la quête, en me disant que, je trouve mon équilibre, je trouve mon bonheur, je trouve mon bien-être
entre les deux, non pas dans les choses sûres, établies, comme sur une chaise, mais dans l'élan, dans le mouvement, dans la quête, finalement. Alors, une chose trouvée, on pourrait dire, dans cet esprit-là, c'est comme une chose morte. Alors, une chose définie, c'est une chose arrêtée, et lui, il est pour nous. Vous me permettez 5 minutes encore. Dans la révolte intime, Julia Kristeva, je le rappelais dans mon livre « La passion mélancolique, la poésie montre notre inconscient », affirma qu'il y a pardon. Quand on soutient, il y a du sens. À l'endroit d'un manque, d'une souffrance ou d'un mal-être. En ce sens, l'interprète du monde, qu'il soit poète ou romancier, est bien celui qui, comme le lecteur ou l'amoureux, accueille l'autre, le monde, là où le sens est pris en défaut, et le déplace, le transforme pour quelqu'un d'autre. Le pardon est bien ce qui se fait par don. Pardon. Il est un don de sens, et le don de sens est un don d'amour. Il mise sur un départ neuf. Alors, la lecture, c'est un don. Le livre, c'est un don que nous fait un auteur d'un monde, d'une interprétation, d'un mouvement, d'une espèce de mise en place de toute une série de relations très troubles, très entrelacées finalement et très complexes d'une subjectivité en marche. Et on nous donne ça, le romancier nous fait le don de son mouvement, du mouvement de cette subjectivité-là dans un langage, et le lecteur qui le reçoit, eh bien dans le fond, lui aussi en l'accueillant, il se met au même diapason que le personnage, les personnages avec lesquels il a cheminé dans ce qui lui est présenté, et dans cet accueil, on reçoit et on donne, bien entendu, et c'est dans ce sens-là que la lecture, c'est un pardon. L'auteur nous a donné du sens, du moins l'a suggéré, et nous, comme lecteurs, nous en donnons et nous ajoutons évidemment à la vie limitée. Le pardon ne lave pas, alors c'est Kristeva qui parle, elle dit, le pardon ne lave pas les actes, il lève sous les actes l'inconscient et lui fait rencontrer un autre amoureux, un autre qui ne juge pas, mais qui entend ma vérité dans la disponibilité de l'amour, et pour cela même permet de renaître. Le pardon est la phase lumineuse de la sombre atemporalité inconsciente. La phase où cette dernière change de loi et adopte l'attachement à l'amour comme un principe de renouvellement de l'autre et de soi. Car, et c'est dans ce sens-là que je trouve que Kundera qui nous disait que la morale, c'est en dehors du roman. Le roman est sans morale, est en dehors du jugement. Eh bien, il y a quelque chose là-dedans. Vous savez, c'est comme ça que quand on raconte la vie de criminels, de tueurs en série, quand on joue là-dedans, eh bien, évidemment, c'est difficile moralement d'accepter, mais sauf que en embarquant, ni plus ni moins, en voyant la logique, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. On est en dehors de la morale, ni plus ni moins, on est en dehors du jugement, on laisse vivre et on accepte que l'aventure soit possible. Alors, c'est le pardon, disait Stanislas Breton, car le pardon, disait Stanislas Breton, est un acte et il se situe au-delà du jugement et de la dette. Et tout cela pour que le sens puisse être réinterrogé, relancé dans l'action d'une révolte intime que ne dédaignent pas les passions. Dans le pardon, on accueille l'autre en tant qu'autre, en son irréductible altérité, et qu'on respecte cette part d'ombre que Stanislas Breton nomme « nuage d'inconnaissance » qui affecte tout geste. Dans le pardon, le lecteur amoureux est emporté vers quelque chose qui est au-delà de lui, qui est plus loin, indéfini. Écrire, lire suppose un petit supplément d'âme en lien avec une part de soi ailleurs qui croit en la bonté,
qui croit que le désir, tout comme la vie, puisse avoir comme finalité une bonté qui serait rencontre, musique, action bienfaisante, secours, don de sens. En somme, qui puisse, comme la poésie, comme le roman, comme l'interprétation, quand nous consentons vraiment à accueillir de l'autre, nous délivrer un peu du « je ne sais plus » ou même du « je n'en peux plus ». Avouons qu'il y a des jours où il est difficile de croire en une telle bonté. Merci beaucoup, Gérald.